Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre plateau Al-Mouatine pour une nouvelle émission spéciale élection 2018. Nous avons la liste du bourgmestre ce soir sur le plateau d'Al-Mouatine. Donc nous avons Gosselin Benoît Gosselin, qui est troisième sur la liste. Oui. Bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Merci. Nous avons Monsieur le bourgmestre, Hervé Doyen, Bonsoir. qui était de liste. Et alors nous avons Madame, pour ne pas dire de bêtises, Claire Van de Vivre, ok, qui est troisième sur la liste. Ah, on peut pas être deux fois troisième, donc deuxième. Deuxième. Et Benoît troisième. Deuxième sur la liste. Et puis alors, Monir Larissi qui est septième sur la liste. Exact. Voilà, super. On va y arriver. Voilà. Donc je commence ma première question, que je poserai à Monsieur le bourgmestre sur la bonne gouvernance à Gênes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Que puis-je vous dire sur la bonne gouvernance à Gênes? Que la bonne gouvernance, c'est nous. Donc, puisque je ne veux pas vous dire qu'on va faire dans la mauvaise gouvernance, mais qu'est-ce qu'on a fait de particulier par rapport à d'autres communes qui pourraient nous distinguer en matière de bonne gouvernance? Je donne un exemple parmi d'autres. Le site de la commune, vous y trouvez par exemple tous les salaires, toutes les rémunérations, les cumuls et autres renseignements que les citoyens sont légitimement en droit de posséder par rapport à leur mandataire. Et bien, tout ça est publié sur le site de la commune. C'est un exemple parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que la bonne gouvernance, au-delà de l'observance stricte d'un certain nombre de règles, c'est surtout une question de comportement individuel. Donc au niveau de la commune, tout se passe très bien, donc il n'y a aucun souci. Je pense que tout se passe très bien et que si, ma foi, quelqu'un devait être hors des lignes en matière de probité, je veux dire, en termes de comportement, ça se saurait. D'accord. Ma deuxième question que je poserai par rapport aux compétences des sports, etc. Donc, les projets que vous avez entamés depuis 2012 jusqu'à maintenant. Donc, faites-moi une évaluation par rapport à ce que vous avez fait. Ça va être long, hein? Oui, très bien. On va écouter. Voilà. Moi, on m'a dit qu'on avait le temps, donc... on a le temps, donc vous avez le temps, voilà. Mais, la première chose, c'est bien entendu la reconstruction du centre Omnisport. Donc, il a été incendié le 15 juin 2012 et on l'a inauguré le 25 septembre 2016. Donc, nous l'avons reconstruit. Je pense qu'on l'a reconstruit d'une manière ambitieuse. Donc, on l'a fait un petit peu plus grand qu'avant. Donc, on est passé de 2000 m² à 3500 m² avec 5 salles. Donc, un nouveau centre omnisport qui s'inscrit dans la modernité, avec de la psychomotricité, de la gymnastique, 2 salles omnisport, une salle de danse, une cafétéria. Et donc, nous avons principalement mis notre énergie sur ce dossier-là. Il faut aussi noter que nous avons des terrains synthétiques au niveau du football qui nous a permis de quadrupler l'offre footballistique dans la commune de Gênes. Nous avons aussi rénové toute une série de sites. Et je prendrai un exemple que nous avons fait ensemble avec Claire Van de Vivre, à savoir par exemple la piste de santé au niveau du parc de la jeunesse avec 9 engins en bois naturel. Voilà, donc toute une série de choses, aussi bien des petits dossiers que des grands dossiers qui font que l'offre sportive à Gênes est, je pense, dans une moyenne supérieure par rapport à la région Bruxelles-Capitale. Chèque sport aussi. Les chèques sport. C'est important parce que c'est l'accès au sport pour le plus grand nombre. Les chèques sport, donc 30 €, accès pour les étudiants, accès pour les personnes pensionnées. Donc effectivement un chèque sport qui vient en complément à ce que les mutuelles font. Et donc encore aujourd'hui, quelqu'un est venu chez moi pour demander ce que la commune faisait au niveau de l'accès au niveau des clubs sportifs. Et donc effectivement les chèques sport sont là, 45 € des mutuelles, 30 € de chèques sport, ça fait déjà 75 € pour une cotisation de 300 €. Mais ça fait déjà 25% de la cotisation qui est payée par ce biais-là. Donc ce sont des projets qui ont été concrétisés depuis 2012
Exactement. Et qu'est-ce que vous envisagez maintenant, par exemple, à partir du 14 octobre? Est-ce qu'il y a des projets nouveaux que vous allez faire pour les Gétois, par exemple, qui sont importants, que vous voudriez réaliser? Oui, j'ai toujours des projets. Je vois mes collègues qui me regardent avec inquiétude en disant mais qu'est-ce qu'il a encore dans le tiroir? Donc nous avons toujours des projets en matière sportive. Mais d'abord, c'est l'optimalisation de la gestion du centre omnisport. Ça, c'est très important. C'est un centre omnisport qui fournit 300 heures de sport par semaine. Et donc, nous avons encore des possibilités de pouvoir octroyer des plages horaires et principalement pour les clubs formateurs. Donc, premier projet, c'est de travailler avec les clubs formateurs, ceux qui s'occupent des jeunes nagettes, et essayer avec eux d'avoir un plan d'envergure sur les 6 prochaines années. 2, c'est le renforcement des chèques sport. Donc, il y a une très très forte demande. Et donc, nous voulons renforcer les chèques sport et on veut même les ouvrir à tout le monde. Donc, ça, c'est un deuxième point. Troisième point, c'est tous les dossiers qui permettraient justement d'augmenter l'offre sportive. Je pense par exemple à l'installation d'un paddle au niveau du parc de la jeunesse sur un des 7 terrains que nous avons. Le tennis fonctionne très bien sur les terrains en briques pilées, nous en avons 4. Nous pourrions envisager un terrain de paddle au niveau du parc de la jeunesse. Donc ce sont les projets à venir. Donc je passe chez Monir par rapport à l'emploi et à la culture. Donc, voilà. Donc le bilan, votre bilan depuis 2012 jusque maintenant. Donc la même question. Comme vous le savez, je suis pas échevin depuis 2012, mais depuis fin 2016. Donc j'ai eu 2 années de mandat. Oui. Grâce à mes collègues qui m'ont précédé, ça m'a permis d'être dans des bonnes conditions pour mener, renforcer les politiques qui étaient en place et amener touche nouvelle aussi sur ces 2 années. Donc, au niveau de l'emploi, ce qu'on a fait cette année, on a continué à renforcer tout ce qui est formation, donc en travaillant en petits groupes. C'est ce qu'on a fait avec Image de Soi, donc la valorisation des chercheurs d'emploi avec des petits groupes, et les résultats étaient vraiment probants vu que 80% des personnes, après avoir participé là, ont trouvé un emploi ou ont été dans les dernières étapes pour trouver un emploi. Donc vraiment, il y a eu une vraie réalisation suite à ça. C'était des petits groupes de 6 à 12 et c'était subventionné par Actiris. Ensuite, on a toujours la bourse à l'emploi et la bourse formation. Et donc, cette année, en 2018, on a combiné ces deux événements pour faire un forum de l'emploi au centre Omnisport. Donc voilà, ça montre aussi l'aspect multimodal de ce lieu, parce que voilà, il a été ouvert pendant toute une journée aux chercheurs d'emploi, et là il y avait des acteurs de la formation, de l'emploi, du recrutement, etc. Et pour une première édition, c'était un succès. On aurait aimé évidemment plus de monde, mais il faut laisser aussi le temps au temps. Ça, c'est au niveau de l'emploi. Et au niveau des chiffres de l'emploi à Jette, on est plutôt dans une moyenne positive par rapport à la région bruxelloise. Alors, vous dire que c'est exclusivement dû aux politiques communales, non, c'est évidemment en association avec la région, puis on est dans une commune moyenne aussi, une commune familiale où on a la chance d'avoir des hôpitaux à proximité et de nombreuses écoles qui créent aussi une manne pour l'emploi. Au niveau culture, voilà, on a eu beaucoup d'événements, donc on a renforcé les événements existants. Donc il y a le Clet Mariette, il y a le parcours d'artistes, il y a le Jazz Jet June, etc. qu'on soutient. Donc toute une série d'événements qu'on a continué. Il y a eu évidemment en 2017 l'année Magritte. Donc on a commémoré les 50 ans de la mort de René Magritte pendant toute une année en collaboration avec différents services, notamment néerlandophones et francophones. Voilà, ça c'est pour les réalisations, et il y en a encore d'autres qui arrivent. La troupe des nouveaux disparus arrive à Jette début octobre au quartier Segem, donc ils vont venir avec leur tentes, notamment des tentes berbères, etc. Et il y aura 6 pièces jouées là, 3 tout public et 3 pour les écoles.
Voilà, le renforcement aussi, et je terminerai là-dessus, le renforcement aussi entre les écoles et les associations culturelles et tout est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui est demandé à un niveau supérieur au niveau de la culture et quelque chose que nous essayons de mettre en place à Jette avec l'équipe du collège. La même question que j'ai posée tout à l'heure, donc les projets futurs ou soit les projets que vous allez mettre en place après le 14 octobre. Je vais en citer 3 et un qui me tient vraiment à cœur. Okay. Donc les 3, je pense que l'art urbain à Jette dans la prochaine législature devra être un peu plus présent. C'est quelque chose, il y a une commune qui est de plus en plus jeune et donc il y a une demande et on y répond déjà, mais je pense qu'on peut encore renforcer ça. Alors il y a aussi l'aspect, le rayonnement de René Magritte. C'est quelqu'un qui a été 24 ans jettois, qui a une vraie possibilité de rayonnement touristique pour notre commune. Et donc faire quelque chose autour de ça, voire même une journée Magritte, pourquoi pas, avec le prochain collège. Et alors, s'il y a un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est le pôle culturel. Donc, c'est la possibilité de créer vraiment, parce que au niveau structurel, je pense que la culture, il y a des investissements qui sont faits, importants, mais on a vraiment un besoin structurel et il y a des choses qui sont déjà mises en place. Au niveau d'infrastructure, faut savoir que notre plus grande salle fait 200 places. On a un projet là en cours, mais là aussi, les acteurs culturels ont toute une série de demandes auxquelles on rencontre en fonction de nos moyens, parce que s'il y a une qualité que je pense qu'on peut donner sur la législature et les précédentes, c'est la bonne gestion. Mais voilà, si on peut vraiment faire un grand investissement autour de cette idée de pôle culturel, ça me tiendrait vraiment à cœur, mais on verra. Il y a énormément de projets qui comptent pour la commune. Donc l'air vin de vivre, voilà, j'ai bien prononcé cette fois-ci. Donc vous êtes les compétences officiers de l'état civil, les chevilles, démographie, environnement, etc., social, égalité des chances, intégration, qualité de service citoyen. Donc est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce que vous avez réalisé depuis 2012? Avec plaisir. D'abord, en tant qu'officière de l'état civil, depuis 6 et maintenant 12 ans, j'ai pu célébrer plus de 2000 mariages et 600 noces. On des couples qui ont 5 ans. C'est pas moi qui vais en féliciter, ce sont les couples qui tiennent déjà... pour le travail. Oui. C'est quand même énorme. Effectivement, ça commence à compter et peut-être que certains qui nous écoutent ici, j'ai eu le plaisir de les marier. En fait, chaque mariage, chaque noce est différente, c'est chaque fois une rencontre et donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je célèbre les mariages et les noces. Dans le mien. Dans le tien. On était plusieurs d'ailleurs. Vous étiez tous là. Non, nous étions à son mariage. Bien, donc ça c'est comme officière de l'état civil. Pour l'environnement, d'abord ce qui me semble important, c'est que la commune donne l'exemple par rapport aux citoyens. Et donc nous avons pu obtenir le label entreprise écodynamique, qui est en fait un label qui atteste des efforts et d'un management que nous avons au sein de l'administration communale qui tient compte de l'environnement en matière notamment de gestion de déchets, de l'énergie. On est arrivé à 3 étoiles, donc c'est le maximum. Je pense qu'on est la seule commune ici à Bruxelles à être entreprise écodynamique 3 étoiles et cette preuve aussi de bon management, de bonne gouvernance ici au sein de la commune. Nous travaillons aussi très fort en partenariat avec les citoyens. Il y a de plus en plus de demandes, de propositions pour des potagers collectifs, des composts collectifs. Et là, donc, nous aidons les citoyens à trouver un endroit avec du matériel, avec notre expertise. Et c'est vraiment un mouvement qui va en s'agrandissant. Et donc, on accompagne ça. On est en plein dans la transition écologique avec aussi le projet que nous avons mené, qu'on a appelé No Impact Jet, qui consiste avec, l'année passée, c'était 70 ménages, à essayer de diminuer notre empreinte écologique, à savoir au niveau des déchets, avoir une alimentation saine et diminuer notre consommation énergétique. Et nous avons une édition 2018, donc lisez le Jet Info, les réseaux, bienvenue dans cette belle expérience qui est surtout de la convivialité et de l'entraide, pour essayer de respecter ensemble un peu plus l'environnement. Et puis aussi, l'environnement, c'est aussi évidemment tous nos espaces verts et tous les efforts que nous faisons collectivement pour les entretenir, pour créer de nouveaux espaces et puis pour les protéger. Je pense en particulier au Bois du Larbecq, où ça fait 10 ans que l'ALB Jette, à coup de déguisement, de manifestations avec les jettois et même au-delà, on tâche de le protéger face au projet de l'élargissement du Rhin. Les avions, on essaye par tous les moyens, même des actions judiciaires, d'éviter le survol intempestif des avions. Ça fait partie aussi de l'environnement, mais aussi de la santé. Ça, c'est pour le pôle environnement.
Pour les affaires sociales, pour faire bref, la réalisation peut-être la plus importante et non des moindres, ce sont les assises sociales avec à la fois la commune, le CPS et tout le secteur social qui a abouti, après différents ateliers autour de l'emploi, de la précarité, de la cohésion sociale, du logement, de l'aide alimentaire. On a adopté 45 actions, 80% est déjà réalisé et qui permet d'avancer dans l'ensemble de ces thématiques qui concernent énormément de Jettois. Une réalisation, plusieurs, on peut citer le centre Vivagette, qui est juste un petit peu plus bas en face du parc Garcet, qui est un centre pour seniors, un centre d'activité. Il y a aussi notamment l'épicerie solidaire, on a fait des brochures sur le guide social. Et donc c'est tout un mouvement qui est en place pour essayer que tout le monde puisse s'épanouir au sein de la commune. C'est un de nos objectifs, aussi en termes d'égalité des chances. Donc on essaie vraiment d'avancer dans ce thème-là. Au niveau de la personne handicapée aussi, puisque je suis une de la personne handicapée, à travers nos différentes actions, et notamment l'accessibilité qu'on essaie d'augmenter pour les chaises roulantes, nous avons aussi le label Indicity. C'est aussi la 3e fois que nous avons ce label, seule commune de nouveau à Bruxelles à avoir pour la 3e fois ce label et marque un peu nos efforts aussi dans ces matières-là. Au niveau de l'intégration, on a une brochure qui permet à toute personne, tout primo-arrivant, toute personne qui arrive ici, de trouver son chemin au sein des associations et des démarches administratives. Ce sont quelques exemples dans ces matières-là. Et je terminerai peut-être avec la qualité du service aux citoyens. Nous sommes aussi labellisés en entreprise ISO 9001. Alors ça veut rien dire, ça veut juste dire que nous avons un label qui atteste de procédures et de manière dont nous fonctionnons au sein de l'administration en termes de qualité et de service aux citoyens. On a aussi une charte des valeurs autour de 4 valeurs qu'on tâche de défendre très fort au sein de l'administration: l'équité, l'intégrité, le professionnalisme et le respect. C'est un chemin, on n'y est jamais, c'est une route, mais ensemble, solidairement, on tâche de s'améliorer quand on fait des enquêtes. Je pense qu'on peut être content globalement de la satisfaction des citoyens quand ils viennent à la commune, la manière dont ils sont reçus, dont on gère les dossiers. En gros, le bilan. Parmi les priorités que je mettrai en avant, qui ne sont pas nécessairement dans mes matières, mais qui concernent vraiment l'ensemble de notre commune de Jette, je crois que la cohésion sociale va continuer à être un enjeu très important. Et donc, on a par exemple augmenté les subsides pour toutes les associations qui œuvrent en la matière et il faudra vraiment continuer dans cette voie-là. Le contrat durable Magritte est un très bel exemple et là il faut rendre hommage quand même au bourgmestre qui a fait des pieds et des mains pour décrocher ce contrat. C'est pour 13 millions qu'on va pouvoir investir tant au niveau du bâti, de l'espace public, des espaces verts, que des associations aussi qui œuvrent en matière de cohésion sociale. Dernier petit point que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel et c'est de nouveau créer des liens entre les personnes plus âgés et puis les plus jeunes, que ce soit au niveau des activités, que ce soit au niveau aussi du logement. Nous avons un bâtiment, d'ailleurs on a été repris aussi comme commune exemplaire par rapport à ce qu'on appelle le bâtiment Magritte, qui est un bâtiment qui regroupe des personnes plus âgées avec des plus jeunes notamment. Idem du côté de Vivagette, ce sont des flats aussi avec des personnes plus âgées et des plus jeunes. Voilà, je pense que tous ces projets-là participent du bien-être et de la qualité de vie au sein de notre belle commune de Jette. Super. Une question pour Hervé Doyen. Donc l'opposition la semaine passée, PS, SPA sont passés sur le plateau et on a par exemple parlé, donc Fouad Haïdar a parlé par exemple d'un problème au niveau sécurité où il parle d'un manque de coordination entre policiers et des services privés. Il parle aussi par exemple de beaucoup de plaintes au niveau de la commune et ceci par le fait aussi de l'inaccessibilité des citoyens, par exemple, à enregistrer des plaintes ou les difficultés que les citoyens trouvent souvent pour aller enregistrer des plaintes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? M. Haïdar est obsédé par la sécurité, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a quelque chose qui doit le traumatiser. Il faut, en matière de sécurité, tenir compte de 2 choses. Il faut parler du ressenti des gens, et parfois un ressenti par rapport à la sécurité ou par rapport à l'insécurité est un ressenti qui peut être alimenté par beaucoup de choses. Elle peut être alimentée par l'idée que, vous savez,
une bande de jeunes, de 5 jeunes là au coin, ça peut alimenter un sentiment d'insécurité. Est-ce que pour autant ces 5 jeunes sont objectivement une source d'insécurité? Ben non, mais ils peuvent alimenter. La propreté peut aussi alimenter un sentiment d'insécurité. L'éclairage, le bruit, les voitures, la circulation, la vitesse, etc. Donc il y a beaucoup de choses sur de nature à alimenter le sentiment d'insécurité et il faut travailler de manière très multidisciplinaire là-dessus. Quand vous travaillez sur le bruit, quand vous travaillez sur l'éclairage, quand vous travaillez sur l'apaisement de la circulation, quand vous travaillez sur la propreté publique, quand vous travaillez sur la présence dans l'espace public de ce qui peut générer le sentiment d'insécurité. Il y a à cet égard-là les fonctionnaires de prévention, par exemple, enfin, les gardiens, ce qu'on appelle les gardiens de la paix, les petits bonhommes mauves, que vous voyez, font un travail remarquable dans l'espace public. Il faut faire ça. Il faut travailler sur le sentiment d'insécurité. Pour autant, à côté de ça, il y a les chiffres. Et les chiffres, c'est le nombre d'appels qui sont enregistrés à la police, le nombre de faits, le nombre de choses qui se passent réellement. Et là, les chiffres, ma foi, ne contredisent quelque peu les sentiments de M. Aïda, parce que depuis 2012, les chiffres en matière de sécurité n'ont jamais été aussi bons en région bruxelloise qu'aujourd'hui. Donc, je maintiens, on peut toujours mieux faire. Il y a toujours mieux à faire. La sécurité niveau 0, je dis ça n'existe pas. Si vous me trouvez un pays où ça existe, vous me le donnez parce que je crois que tout le monde va s'y précipiter. Ça n'existe pas. Pour autant, toujours actionner l'idée que les choses vont plus mal qu'avant n'est pas un bon message à faire passer parce que ça ne correspond pas à la réalité. La police n'a jamais été aussi professionnelle qu'elle est maintenant. Les cadres n'ont jamais été aussi remplis. Le nombre d'appels n'a jamais été aussi bas par rapport à 2000, au début on a des chiffres depuis le début de la zone, ça veut dire on peut travailler sur des chiffres qu'on peut comparer sur pratiquement 15 bonnes années. Ces chiffres-là montrent à souhait que la réalité de l'insécurité est une réalité maîtrisée, est une réalité qui est connue, qui va plutôt dans le bon sens. Et les chiffres en région bruxelloise sont meilleurs qu'à Anvers, par exemple, pour donner un exemple. Et c'est M. De Wever et M. Jambon, qui sont les grands chantres de l'insécurité et de la sécurité, ont des leçons à donner, qu'ils aillent à Anvers voir ce qui s'y passe, plutôt que toujours venir voir à Bruxelles ce qui s'y passe. Les chiffres sont plutôt bons à Bruxelles. Voilà. Il faut se réjouir de ces chiffres-là. Pour autant, il ne faut pas dormir sur ses lauriers et il faut continuer à travailler sur ce qui génère le sentiment d'insécurité chez la plupart des gens. Pour autant, qu'il y ait des faits de cambriolage, qu'il y ait des faits de violence, qu'il y ait des faits de rackettage, qu'il y ait des faits de drogue, qui suis-je pour le nier? Évidemment que tout cela existe, mais qui est n'importe qui pour dire qu'un jour tout cela va disparaître comme par enchantement? Je dis, c'est pas très raisonnable de le penser. Donc c'est tout un travail que vous allez encore mettre en place si vous êtes... C'est tout un travail qu'on doit continuer. La réforme des polices a au moins ceci de bon, et elle a beaucoup de choses de bon, mais au moins ceci de bon, c'est qu'elle a rendu les 19 polices communales qui étaient des petites polices rattachées à la personne, comme ça du bourgmestre, comme une espèce de garde rapprochée, sont devenues aujourd'hui beaucoup plus indépendantes, sont devenues aujourd'hui beaucoup plus professionnelles. Et nous avons sur la zone Bruxelles-Ouest, ça veut dire les 5 communes du Nord-Ouest, on a quand même un corps de police de plus de 800 hommes. Voilà, ces hommes, ils sont dans la rue, on les voit, les voitures passent quand vous faites un appel à la police, il y a quelqu'un qui vous répond. Voilà, je dis de nouveau, je suis pas là pour dire que tout est parfait, mais dire que les choses se dégradent, c'est juste le contraire à la vérité. Par rapport à l'emploi, je reviens vers vous. En fait, apparemment, il y a pas mal d'argent quand même. On parle de Gette comme une commune riche où il y a quand même un bénéfice qui fait des bénéfices très importants, etc. Est-ce que vous, dans vos compétences, vous n'avez pas des pistes, par exemple, pour diminuer les 4000 chômeurs qui sont là aujourd'hui et à mettre en place des projets, par exemple, avec cet argent-là? Par bénéfice, vous entendez quoi? L'argent public ou l'argent de la commune, apparemment. Voilà. Okay. Écoutez, au niveau de l'emploi, la commune, elle est armée comme elle peut. C'est-à-dire que c'est une compétence régionale. C'est pas une compétence communale. La commune, la vraie manne de moyens, elle est chez Actiris, à la Tour Astro. Maintenant, la commune a un devoir d'accompagnement, d'information, et puis elle a cette qualité-là d'être à proximité des demandeurs d'emploi et de connaître leur réalité, et donc d'être expert sur la question. En tout cas, les politiques qui sont amenés à rencontrer tous les jours des demandeurs d'emploi ont une certaine expertise sur le territoire à Gette. Les chercheurs d'emploi sont peut-être pas les mêmes à Gette, à Saint-Josse ou à Woluwe. Et donc, là-dessus, on sait travailler.
on peut évidemment mener des nouvelles actions. Je pense que avoir plus de moyens, oui, c'est une bonne idée, mais plus qu'avoir plus de moyens, je pense qu'il faudra encore renforcer notre relation avec la mission locale de Molenbeek qui travaille avec JET, renforcer notre relation avec Actieris. Le lien est encore trop pauvre et je pense que là-dessus, les collaborations entre communes, régions peuvent être meilleures. Et là-dessus, si on m'en donne l'occasion, clairement, je souhaite travailler. Peut-être créer une mission locale. Mais une mission locale existe à Molenbeek. Oui. Maintenant, on travaille avec la mission locale pour voir s'ils peuvent mettre en détachement une personne à la commune de Jette. C'est possible. Donc, faut pas spécialement toujours un bâtiment. Mais par contre, avoir une personne au service emploi de la mission locale, ça pourrait être intéressant. Et c'est des choses possibles. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Comme je vous le rappelle, ça fait 2 ans que je suis échevin de la culture et de l'emploi. Deux choses à rajouter par rapport à ça qui me semblent utiles. La première, c'est que Jette a le taux d'emploi de ses habitants le plus élevé de la région bruxelloise. C'est important de le savoir. On a un taux d'emploi qui explose. Ça veut dire que c'est une commune qui se rajeunit très fort et que le nombre de gens en capacité de travailler sur le territoire est très très élevé. Et le deuxième, c'est qu'on a un taux de chômage qui est quand même relativement inférieur à la moyenne régionale. Donc 4000 chômeurs, c'est beaucoup trop. Il faudrait mieux en avoir 0. On est tous d'accord avec ça. Mais pour autant, on n'est même pas dans la moyenne régionale, on est bien en dessous de la moyenne régionale par rapport au taux de chômage. Sachant qu'en une législature, on a augmenté de 12-13 000 habitants. Donc, si on regarde proportionnellement, les chiffres sont vraiment meilleurs. Maintenant, comme Hervé, notre bourgmestre, l'a dit pour la sécurité, c'est la même chose au niveau de l'emploi. L'emploi pour tous, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais il n'y a jamais eu autant d'emplois aujourd'hui que dans n'importe quelle époque auparavant, par rapport à la population. Donc, il y a plus d'emplois. C'est juste que la population augmente et donc c'est cet accroissement qui est difficile à trouver, le matching, mais on y travaille. Le sport peut-il être par exemple un moyen ou un levier pour créer une interaction entre les pauvres et les riches dans la commune? Alors, le sport, oui. Parce qu'il y a quand même cet écart aussi entre le sport est effectivement un des vecteurs d'intégration sociale. Le sport est aussi un des vecteurs, je dirais, de communauté sociale. Quand on monte sur un terrain de football, quand on monte sur un terrain de volley ou peu importe, on a égalité. La communauté sportive, elle ne connaît qu'une seule chose, c'est le sport. Et donc, que vous jouez avec un notaire ou que vous jouez avec un ouvrier, peu importe, vous êtes là pour faire du sport et effectivement, ça fait sauter pas mal de barrières. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que avant d'être échevin des sports, je suis aussi professeur d'éducation physique. Et tu l'es toujours? Et je le suis toujours depuis 34 ans, et fier de l'être. Et dans le mot éducation physique, il y a le terme éducation. Et donc, s'il y a bien un point sur lequel JET a investi depuis maintenant pas mal d'années, c'est dans l'éducation. C'est quasiment à tous les coins de rue que vous avez une école ici à Jette, que ce soit une école communale, que ce soit une école libre, que ce soit une école secondaire. Jette vient encore d'investir dans une école, l'école Arbre-Ballon, qui offre 6 nouvelles classes, mais qui offre aussi des perspectives par rapport aux Jettois et par rapport aussi aux non-Jettois de pouvoir avoir une éducation et une éducation de base, qui est très importante. La deuxième chose, avec aussi cette ouverture, nous offrons aussi pas mal d'emplois, que ce soit dans le milieu des enseignants, que ce soit dans d'autres milieux, et justement, qui touchent à l'éducation, ça me semble être particulièrement important. Donc oui, le sport, un vecteur social, oui, le sport, s'il y a bien, je dirais, un point qui est connu et reconnu par rapport au sport, c'est justement de pouvoir faire des passerelles. Et donc, je trouve que c'est un point particulièrement important. L'éducation en est un deuxième. Et alors, le troisième point, c'est la formation. La formation, c'est aussi quelque chose de particulièrement important. Il faut savoir que la commune de Jette est le deuxième employeur de toute la commune. Le premier employeur, c'est l'UZVEB. Nous sommes le deuxième employeur. Et donc, nous pouvons aussi avancer toute une série de créations d'emplois sur ces dernières années, et non des moindres, et dans plusieurs secteurs.
Et donc nous avons su engager, nous avons su trouver les moyens, nous avons su trouver les subsides pour augmenter le nombre d'employés au niveau de la commune de Gette, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les bureaux. Nous avons aussi des plans de formation au niveau de notre personnel communal qui a permis justement à toute une série de personnes soit d'accéder à la commune, soit de parfaire ses formations et d'avoir un très beau parcours professionnel au sein de la commune de Gette. Et donc tout ceci, avec ce qui est mis en place sur le terrain, apporte, je dirais, pas mal de positifs au niveau de l'emploi. C'est les premiers emplois, c'est les jobs étudiants. Donc il faut savoir que la commune de Gette est le plus grand pourvoyeur de jobs étudiants de toute la commune, avec par exemple Kit Solide et Gette ou avec les stages sportifs qui sont effectués ici dans la commune de Gette. Ce qui me permet de faire je dirais, la passerelle avec votre question. Entre autres, les stages sportifs, les jobs étudiants ont permis à toute une série de jeunes d'avoir un premier job, un premier emploi. Et je suis toujours très content de retrouver des anciens élèves qui deviennent parfois de nouveaux collègues. Voilà. Oui, le problème du racisme, en fait, d'une manière générale, ces derniers temps, on voit apparaître pas mal de propos racistes. Par exemple, dernièrement, la journaliste en question, la présentatrice Cécile Djonga, qui a clamé haut et fort que l'on a marre de ces problèmes de racisme, etc. Est-ce que ici au niveau, par exemple, de Gette, vous avez des plans d'action concrets pour lutter contre le racisme et valoriser le vivre ensemble dont on parle ces derniers temps? Oui, bien entendu, on a toute une série d'actions. On parle de mieux vivre ensemble, donc je vais peut-être d'abord commencer par la plateforme Mieux vivre ensemble qui regroupe une dizaine d'associations gettoises qui œuvrent au niveau social, au niveau de la santé et qui se mettent ensemble en perspective pour des projets communs, notamment Reciprocity, une fois par an. Sur la place Cardinal Mercier, on se retrouve là avec toute une série d'ateliers, avec un mélange des publics autour de la solidarité et de thèmes de l'échange et aussi de l'environnement. Et donc c'est un mouvement, c'est pas chaque association de son côté. Je trouve que c'est un peu l'esprit gettois. Ils se mettent autour de la table ensemble et on se retrouve dans toute une série d'activités. On a augmenté très fort le réseau. Maintenant, on a un guide social. On se connaît de plus en plus. Donc, les associations savent où guider les gettois pour tel ou tel problème. Ça, c'est vraiment, je trouve, à Gette une particularité. C'est qu'on se connaît et qu'il y a un réseau très dense. Je pense qu'on a cité l'éducation. C'est aussi un angle d'attaque très important par rapport au racisme, au vivre ensemble. Et là, depuis des années, nous faisons des activités au sein des écoles. Je vais citer un exemple. C'est le conte Bansuri Dali, qui est un conte raconté conté avec de la musique dans toutes nos écoles primaires, qui met en scène, ça se passe en Belgique, mais avec un hindou et un musulman, qui viennent tous les deux d'Inde. Il y a eu des choses terribles qui se sont passées par rapport aux musulmans là-bas, et donc ils se retrouvent dans une même classe, évidemment avec chacun une charge émotionnelle et culturelle très très forte. Et donc c'est un conte qui nous amène petit à petit, je l'ai déjà vu plusieurs fois, j'ai chaque fois la larme à l'œil, à ouvrir un petit peu les yeux et à reconnaître l'autre pour ce qu'il est et pas autour des préjugés et d'un bagage parfois que l'on traîne collectivement et qui fait que effectivement on rencontre des gens et on ferme les yeux au lieu de les ouvrir et donner la chance au dialogue. Et donc ça, je pense que nos enfants, eux, ce seront les citoyens de demain. Eux-mêmes à la maison peuvent aussi diffuser ces valeurs, la tolérance, et je crois que ça c'est très très important. Encore une particularité à Gette aussi, c'est le dialogue interreligieux qu'il y a notamment sur la place Cardinal Mercier avec ce qu'on appelle la petite mosquée dans la prairie et alors l'église Saint-Pierre avec un imam, avec un curé qui s'entendent très bien, qui s'invitent l'un l'autre. Vous regardez sur YouTube, ils ont fait des dialogues ensemble. Vraiment, il y a cette espèce d'ouverture et cette tolérance et qu'on doit prôner dans nos écoles, dans nos églises, dans les mosquées, partout. Et je crois que c'est quelque chose qui effectivement de nos jours est un point d'attention important qu'on ne peut vraiment pas lâcher.
Donc, on parle du dialogue, on parle du vivre ensemble, on parle de l'adhésion à l'autre et le respect de l'autre, etc. Il y a une mosquée ou un centre culturel au niveau de Jette, en fait, qui n'est toujours pas abouti, disons, à ouvrir ses portes. Et pourquoi, selon vous, monsieur le bourgmestre? Alors, la construction d'une mosquée et la mise en œuvre d'une mosquée, c'est pas l'affaire de la puissance publique, c'est l'affaire de la communauté. Voilà, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, ça reste l'affaire des communautés. C'est jamais l'État qui a construit une église, c'est jamais l'État qui a construit une mosquée. Donc, le dossier qui est porté par la mosquée, le centre culturel Averroès, je dirais, avance, à ma connaissance. Ils ont fait une demande d'obtention de permis du côté de la région bruxelloise, dont à ce jour je n'ai, moi, en tout cas, pas de nouvelles. Ils ont surtout fait une demande de reconnaissance dans le cadre de l'ordonnance régionale sur la reconnaissance des mosquées, au même titre qu'il y a une reconnaissance des fabriques d'églises. Voilà, et donc je ne sais pas où en est ce dossier de reconnaissance, mais vous avouerez, selon le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, que n'est pas vraiment à moi à m'en occuper. Maintenant, sur le fond, je dis, et dans la lignée de tout ce qui vient d'être dit, le collège, le bourgmestre, les échevins ici présents, on est dans ce dossier comme dans tous les autres particulièrement ouvert. Donc on connaît, parce que derrière tous ces projets-là, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui portent ces projets-là. Voilà, l'imam de la mosquée, de la petite mosquée dans la prairie, le centre culturel Averroès, on le connaît bien. Voilà, c'est un ami. Donc on porte ce projet-là, voilà. Et on le fait de manière terriblement décomplexée. Enfin, je veux dire, on peut pas ça en catimini, en se cachant, parce que moi je crois que en ce qui concerne l'exercice des cultes, on a plus intérêt à avoir un islam décomplexé, je veux dire, qui s'exerce au grand jour dans les mosquées reconnues comme telles, etc., qu'un islam caché, ce qu'on appelait en France l'islam des garages, ou les caves, qui existent chez nous et auxquels il faut mettre fin. Et je trouve que la meilleure façon de mettre fin, c'est de faire fonctionner les institutions comme elles doivent. Le culte de l'islam islamique est reconnu en Belgique depuis 1973, si ma mémoire est bonne, et l'ordonnance organisant la fabrique des mosquées en région bruxelloise existe depuis 6-7 ans maintenant. Il faut faire fonctionner les institutions. Ça veut dire que les pouvoirs publics en Belgique ont fait leur part de chemin. Maintenant, il faut que les communautés musulmanes, ou la communauté musulmane, ou les communautés, parce que c'est plus complexe, je veux dire, dans le monde musulman, qui n'est pas un monde hiérarchisé comme dans le monde catholique, par exemple. Les communautés doivent faire maintenant leur part de chemin. Ça veut dire, sortir pour certains d'entre eux, d'espèces de clandestinité dans lesquelles ils se complaisaient. On a vu dans le cadre de tout ce qui s'est passé à Molenbeek, qu'il y avait quand même un certain nombre de mosquées qui étaient plutôt activistes et pas dans le bon sens du terme, d'une part. Voilà. Et faire fonctionner les institutions, ça veut dire ce qui existe à disposition. Il y a un financement des mosquées aujourd'hui. Ce financement, il est là, l'argent est là. Donc il faut aujourd'hui que les mosquées s'organisent, que les fabriques de mosquées s'organisent et aillent chercher l'argent là où il se trouve. Voilà, moi je suis terriblement décomplexé par rapport à ça, et on a toujours, je veux dire, le collège aujourd'hui, on a toujours joué franc jeu par rapport à ça, et on le serait par rapport à toute forme de communauté religieuse qui joue à la fois les institutions et les valeurs auxquelles nous sommes attachés dans un pays démocratique comme le nôtre. Alors, il nous reste 10 minutes, donc je donne 3 minutes chacun, vraiment pour parler aux citoyens, vous adresser aux citoyens directement, et voilà, pourquoi voter la liste du bourgmestre, quels sont ses atouts, ses projets, etc. Donc vous avez vraiment la parole libre. Mais je dirais en premier point, avec nous les gens savent où ils vont. Ça fait 42 ans que nous dirigeons la commune. Il y a eu plusieurs générations. Nous avons une très belle liste avec 19 nouveaux candidats sur les 37, de tous horizons, de tout âge. Et vraiment, il y a une équipe complémentaire avec des profils différents. Et je pense que nous allons, avec cette équipe-là, créer une nouvelle génération au sein de la LBJ.
J'en ai connu plusieurs des générations. Et justement, c'est ce qui fait la force de la LBJ, c'est que nous sommes sur tous les quartiers. Il y a un dialogue permanent chez nous, mais il y a aussi un dialogue permanent avec la population. Et ça, c'est le deuxième point. C'est être proche de la population. Et donc, nous sommes sur le terrain et on n'attend pas les élections pour être présent, que ce soit dans les fêtes, que ce soit dans les brocantes, que ce soit dans les animations qui sont organisées par les associations, etc. Donc nous sommes présents, nous sommes à l'écoute. Évidemment, tout ne sait pas être parfait et on ne sait pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. C'est aussi la démocratie et il faut respecter tout le monde. Et donc, ça, c'est le troisième point, c'est justement le fait que nous respectons nos partenaires, nous respectons aussi les membres de la minorité au sein du conseil communal et ensemble, nous essayons positivement et constructivement de faire avancer les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du conseil communal, l'essentiel des points qui sont proposés passe très souvent à l'unanimité, en ce compris la minorité. Donc ça veut dire que ce que nous présentons sont généralement des projets qui sont sensés et des projets qui sont réfléchis. Donc c'est justement ceci qui nous fait proposer à la population jettoise de continuer ensemble. Je pense que nous sommes une équipe qui a toujours œuvré avec du dynamisme parce que c'est important d'avoir cette dynamique au niveau des projets, d'avoir un bilan cohérent, concret et de pouvoir avancer ensemble avec des perspectives qui sont des perspectives de nouveau, comme je le dis très souvent, positives et constructives, permettant d'aboutir à des réalisations concrètes. Monsieur je vais terminer. Il ramasse toujours le bourgmestre. Alors moi je dirais 3 points. D'abord la LBJ c'est une très belle équipe, une équipe très riche à la fois au niveau des différentes origines, des 37 candidats, au niveau des âges, il y a vraiment tous les âges, et aussi tant au niveau de l'expérience de certains et qui sont mandataires depuis longtemps, depuis moins longtemps, mais c'est aussi une équipe avec énormément de citoyens qui n'ont pas de carte de parti, qui sont engagés dans JET et qui veulent vraiment apporter tout ce qu'ils peuvent avec leur profil, leur expérience pour la LBJ, mais surtout pour JET, tout pour. Alors ça, c'est l'équipe. C'est aussi une vision. La LBJ a une vision qui ne va jamais opposer les gens, ne va jamais opposer les uns aux autres, les quartiers, ou par exemple les voitures aux cyclistes, au transport en commun, les entreprises avec les travailleurs. On essaie vraiment de travailler à concilier l'ensemble des intérêts pour un seul intérêt, c'est l'intérêt général et le bien-être et la qualité de vie dans JET. Et je crois qu'on a cet esprit à JET convivial avec une belle qualité de vie. Ça, c'est un peu, je dirais, notre marque de fabrique. Et enfin, peut-être notre grosse force aussi, c'est notre présence. Pas juste au moment des élections, mais notre présence pendant 6 ans sur le terrain. Ça fait vraiment la force de la LBJ. C'est pour ça qu'on est la grande force ici à JET. On est là aujourd'hui et on espère grâce aux électeurs, qu'on sera là aussi demain. Merci. Alors, voilà, je vais chez Mounir. Oui. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'exemple de Cécile Djounga et du racisme, etc. La liste du bourgmestre, on va pas travailler sur une thématique de manière dans une petite boîte. On va la travailler de manière transversale. Par exemple, le racisme à la LBJ, on va le travailler au niveau de l'intégration de l'emploi. On va le travailler au niveau du logement, comment penser le logement. On va le travailler au niveau sportif, comme l'a dit Benoît. On va le travailler au niveau culturel. La culture est un facteur d'inclusion facile. Donc même quand on n'écoute plus les politiques, parce que c'est très difficile pour nous. Moi, je suis avec une femme et 2 hommes que je côtoie quotidiennement. Je vais le matin, ils sont au bureau. Je pars le soir, ils sont au bureau. Ils travaillent dans toute la commune et tout. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut leur faire confiance. Ça fait 2 ans que je travaille avec et malgré toutes les difficultés, parce que la politique est difficile,
je suis vraiment très heureux et ça me passionne. Je sais pas combien de temps je tiendrai, je sais pas si je serai aussi fort qu'eux, mais en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, je ne regretterai jamais le temps que j'ai passé avec, parce que j'apprends beaucoup, et cet investissement-là, comme je le disais, j'ai parlé de la thématique parce qu'on parlait de Cécile Djounga tout à l'heure, et je voulais juste dire que la LBJET travaille là-dessus tout le temps, quotidiennement et sur toutes les thématiques. Et c'est la même chose pour l'environnement et c'est la même chose à plein de niveaux. Et je pense, et c'est pour ça que je m'engage à la LBJET, qu'on a le meilleur projet, qu'on défend des valeurs et tout avec un projet collectif qui est pour moi le plus inclusif et avec cet esprit un peu familial et familial au sens large. Nous, on est une grande famille, mais on veut cet esprit de famille aussi à JET. Et donc, toutes les politiques sont pensées avec cet œil, que ce soit au niveau de la mobilité, que ce soit au niveau... Il y a quelque chose d'inclusif tout le temps, les personnages et les associations. On veut que dans la mobilité, vous avez vu la place Miroir, mais même des petites rues, il y a une grosse réflexion qui est derrière. Et donc, ça, pour moi, c'est fondamental et je suis sûr que c'est le meilleur projet pour JET. Donc, personnellement, si on pouvait avoir la majorité absolue, je serais ravi demain. Maintenant... il y a la démocratie, on verrait les résultats, mais pour moi, on la mériterait cette majorité absolue parce que le travail vraiment de toute l'équipe en place est extraordinaire et moi, en tant que collègue, je peux que les féliciter. Voilà. Alors, le dernier... très rapidement, figurez-vous, dans les années 90, la population de JET a baissé jusqu'à 36 000 habitants et un des thèmes de campagne en 94, c'était comment lutter contre la désertification urbaine, comment lutter contre ce qu'on appelle l'exode urbain à l'époque. En 2000, on est 40 000 et aujourd'hui, on est 53 000, 13 000 habitants de plus en 18 ans. C'est dire que la commune de JET aurait pu chavirer. Parce que 13 000 habitants, ma foi, dans une commune qui n'en fait que 40 000 à l'époque, il faut les absorber. Il faut les absorber au plan culturel, au plan des crèches, au plan des écoles, etc. etc. Et on les a absorbés. Madame, je veux dire, cette transition, elle s'est faite au prix de très nombreux investissements dans le milieu scolaire, dans les crèches, en culture, en sport et dans l'espace public. Mais ça a été absorbé. Et là où la commune aurait pu vraiment chanceler, elle a trouvé les atouts. Elle a trouvé des atouts extraordinaires. Cette commune s'est rajeunie. Elle était, il y a 18 ans d'ici, elle était parmi les 15 communes les plus vieilles du royaume. Elle est aujourd'hui parmi les 10 communes les plus jeunes du royaume. C'est dire que ces habitants-là, ce que d'aucuns pouvaient considérer comme un handicap, nous, on en a vraiment fait un atout. Donc la commune de JET est aujourd'hui une des communes les plus attractives de la région. C'est pour ça qu'on est passé à 53 000 d'ailleurs. Avec des finances, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des finances qui sont à l'équilibre, avec des services qui sont offerts. Bref, on pourrait faire mieux, mais on a fait beaucoup. Et il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte que ces 10 dernières années, cette commune a véritablement changé de visage. Voilà, c'est une commune qui s'est rajeunie avec le tram neuf, avec des nouvelles places, avec beaucoup d'investissements en matière sportive, culturelle, de logement et autres. Donc beaucoup de choses ont changé ces 10 dernières années et ces changements-là, ma foi, ça porte un nom, on appelle ça un bilan. La deuxième chose que je voulais vous dire, et ça a été dit par mes collègues et amis, c'est qu'une élection, ça ne se gagne pas sur 6 semaines de campagne électorale, elle se gagne sur 6 années. Voilà. La liste du bourgmestre, j'en suis fier, ce sont des mandataires qui sont présents sur le terrain. Et je n'ai de cesse de dire que la véritable crédibilité, elle s'acquiert non pas seulement sur les investissements que vous faites, sur les finances que vous gérez bien, mais elle s'acquiert aussi sur la présence sur le terrain. Et donc nous sommes présents, nous sommes connus, et c'est fort de cette confiance-là que nous allons aux élections. C'est ici que notre émission se termine. Je vous remercie d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous de l'invitation. Je vous souhaite merci de nous avoir invités. Voilà. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission et à la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.